Bonjour, il est midi, conférence e-voyageurs. Merci à toutes et à tous d'être présents à cette conférence qui sera tenue par Julien Nicolas, qui a remplacé au pied levé Alexandre Virose. Vous comprendrez aisément au regard de ce qui se passe autour de nous. Julien Nicolas étant le directeur général adjoint de e-voyageurs. Et je prends, avant qu'il me rejoigne sur scène, je prends quelques minutes pour une certaine mise en perspective. Alors, Julien Nicolas, vous êtes un fin connaisseur du sujet, puisque avec près de 15 ans dans la maison, voyagesncf.com, oui, SNCF est maintenant e-voyageur, qui depuis octobre 2018 regroupe le site conversationnel oui.sncf, l'apps SNCF et encore l'usine digitale. Alors l'usine digitale, j'étais assez scotché, c'est plus de 1000 personnes. Et d'ailleurs, il y a toute la partie technique, 600 personnes qui sont ici dans notre région. C'est important de le noter. Donc ça regroupe tout cet ensemble. Et lorsque l'on regarde de plus près ce que représente cet ensemble avec quelques chiffres, c'est près de 16 millions de voyageurs par mois, 99 millions de billets vendus, 33 millions de trajets différents, 150 millions de recherches par mois, 17 millions de téléchargements de l'apps, 1,5 milliard de recherches par an pour e-voyageurs Technologies, qui est une énorme usine digitale spécialisée dans la mobilité au service des clients. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir à mes côtés Julien Nicolas. Alors, bonjour à tous. Julien Nicolas, vous inquiétez pas, les gens rentrent au fur et à mesure. Tous ces chiffres montrent bien un mouvement qui est en marche maintenant et qui nous emmène aujourd'hui à votre intervention sur le transport et la mobilité, ou comment le numérique a transformé nos déplacements, mais aussi nos villes. Comment tirer le meilleur profit pour lutter contre l'engorgement des grandes villes. Comment décloisonner nos territoires, c'est aussi très important. Et bien évidemment, sur l'aspect de la responsabilité sociétale, comment obtenir des bénéfices sociaux et environnementaux avec cette évolution. Je vous laisse, vous avez une trentaine de minutes et Julien Nicolas se prête au jeu du question-réponse, donc je reviendrai sur scène vers 12h30 pour vos questions, n'hésitez pas. Bonjour à tous, je suis ravi d'être avec vous. Après une période un petit peu compliquée pour le groupe SNCF et surtout pour ses clients, mais on commence à en sortir et d'ailleurs j'y reviendrai sur ma présentation. Donc aujourd'hui je vais vous parler effectivement de la mobilité et de comment le numérique nous aide à faire bouger cette mobilité, à la faire évoluer. Et je vais donc vous exposer rapidement comment nous on y contribue chez e-voyageurs. Donc un certain nombre d'éléments vous ont déjà été donnés, j'y reviens une seconde, je ne suis pas là pour vous faire de la pub, mais c'est simplement pour bien repositionner qui on est, ce qu'on fait et comment on contribue à ce digital pour les mobilités. E-voyageurs SNCF, c'est quoi? C'est en fait l'entité de la SNCF dans laquelle on a mis tout le digital client. Donc le digital client, c'est tout ce qu'on va mettre en front du client. Et donc on va retrouver effectivement Oui SNCF. Oui SNCF, c'est le premier site de e-commerce français. C'est plus de 4,5 milliards d'euros de volume d'affaires. Donc voilà, un site qui est évidemment très important et avec une empreinte dans la galaxie numérique digitale majeure et qui a drainé un certain nombre d'usages des Français. Alors je le dis de façon très humble, puisque c'est la marque qui veut ça, c'est le secteur sur lequel on opère. Mais souvent, la première fois que les gens de ma génération, je commence à être un peu vieux, sont passés sur le digital, c'était avec Oui SNCF. La première fois que les gens de ma génération ont mis une carte bleue sur Internet, c'était avec SNCF, parce qu'il y avait une confiance dans la marque. Et donc, grâce à SNCF, on a fait aussi bouger les gens vers le digital, et c'est ce qu'on veut continuer de faire aujourd'hui sur la mobilité. Donc oui, SNCF, premier site de e-commerce français, une application très forte, téléchargée plus de 18 millions de fois, et puis un site qui distribue évidemment les offres de la maison, TGV Inouï, Ouigo, Intercité, TER, mais aussi un site qui s'élargit avec des mobilités nouvelles. On a du bus, bien sûr, avec Blablabus. On a du covoiturage depuis le mois de décembre avec Blablacar. On a de la location de voitures et puis on met toutes les solutions de mobilité qui peuvent aider les clients. Je vais y revenir. Le deuxième point dans les voyageurs, c'est l'app SNCF. C'est une autre application majeure du groupe qui est une application à vocation d'information.
d'information voyageurs et qui évidemment a été soumise très fortement à contribution sur la période qu'on vient de passer, je vais y revenir. Et cette application aujourd'hui, je vais vous en parler un petit peu, on veut la faire évoluer vers ce qu'on appelle du MaaS, Mobility as a Service, pour proposer plus de solutions de transport à nos clients, des solutions sans couture. Et aujourd'hui, elle est plus centrée sur, on va dire, les mobilités du quotidien, pour y adjoindre notamment tout ce qui est du premier et dernier kilomètre. Je vous l'expliquerai un peu plus loin. La dernière partie dans e-voyageur, peu de gens le savent, mais la SNCF a des sites de e-commerce à l'étranger qui s'appellent Rail Europe, que nous opérons. C'est pas complètement anecdotique, hein, on vend pour 400 millions de dollars sur Rail Europe, notamment en Amérique du Nord et en Asie. Donc de la même façon, nous opérons ces sites et donc nous vendons du train européen, France, Belgique, Allemagne, Espagne, à des non-européens, donc je vous l'ai dit, notamment Amérique du Nord et Asie, parce qu'on est un pays touristique. Puis le dernier point que vous ne voyez pas là c'est les 3 business units. Moi, je m'occupe des 2 premières, je suis en charge de Oui SNCF et de l'assistant. On a une Digital Factory, ça a été évoqué, on a plus de 1000 développeurs, il y en a 600 qui sont ici à Nantes, hein, notre plus gros centre de développement est ici à Nantes, une des plus grosses usines digitales de France et qui travaille pour l'ensemble de ces business units, mais aussi le reste du groupe SNCF pour du coup nous améliorer sur les mobilités. Donc voilà, j'ai fini ma petite minute de publicité, mais c'était important pour moi que vous puissiez avoir en tête ce qu'est e-voyageur SNCF. Donc je me suis dit que je ne pouvais pas tellement faire l'impasse, donc je vais vous reparler un petit peu de la période qu'on vient de passer pour vous montrer comment le digital et le numérique peut nous aider dans la mobilité. En 1995, il y avait eu des grèves aussi, des très grandes grèves, on en a parlé dernièrement. Et en 1995, les seuls moyens de transport étaient en fait le transport en commun et la voiture personnelle. Il n'y avait pas de vélo, il n'y avait pas les biclous de Nantes qui sont arrivés en 2008. Il n'y avait pas de RTT. Vous ne pouvez pas poser de jour en attendant que ça aille mieux. Il n'y avait pas d'ordinateur portable, il n'y avait pas de smartphone, donc c'était compliqué de s'informer. Et puis du coup, comme il n'y avait pas d'ordinateur, pas de smartphone, il n'y avait pas de télétravail, et donc une partie des salariés français ne pouvaient pas travailler à distance. Enfin, pas de commerce électronique, donc difficile de se faire livrer un certain nombre de choses. Du coup, les conséquences, c'est qu'évidemment, en novembre et en décembre 1995, la France avait été extrêmement perturbée. Des énormes congestions, les gens faisaient du stop, même dans les villes, ce qui est les prémices du covoiturage. Les automobilistes prenaient des passagers en route, la ville de Paris avait réquisitionné 1500 bus, on avait réquisitionné les bateaux-mouches pour pouvoir transporter les gens sur la Seine entre Bercy, la maison de la radio. Et vraiment, la France était paralysée pendant 2 semaines. Là, ce qu'on vient de vivre aujourd'hui, c'est aussi des grosses difficultés, mais ce n'est pas une paralysie complète, vous l'avez vu. Et évidemment, parce qu'il y a eu le télétravail, le covoiturage, mais parce qu'il y a eu beaucoup donc, le digital, et qui a permis évidemment aussi de s'informer, d'avoir l'information en temps réel. Il y a un énorme travail qui a été fait par les acteurs de la mobilité, et donc évidemment nous et SNCF pour informer les clients, leur dire ce qui circulait, ce qui ne circulait pas, pour arriver à trouver des solutions alternatives. Les modes ont changé. Je vous l'ai dit, le télétravail, le coworking, mais il y a plein de nouveaux acteurs qui sont arrivés dans la mobilité qui sont très liés au digital. On a le bus qui s'est développé avec les cars Macron, mais on a les trottinettes, on a les vélos en libre service, la voiture devient collective avec le covoiturage. Tout ce qui est trottinette aujourd'hui, tout ce qui est vélo libre service, tout ce qui est covoiturage a été permis par les plateformes digitales, par la capacité à déloquer un produit, une trottinette, par la possibilité à mettre en relation des personnes sur des plateformes. Donc le numérique a beaucoup aidé pour éviter une paralysie totale. Mais le numérique a quand même beaucoup encore de défis à relever, parce qu'il y a aussi des effets négatifs qui peuvent être apportés. Les VTC, par exemple, aujourd'hui, les études montrent que les VTC congestionnent plus les villes qu'auparavant. Par exemple, à San Francisco, la vitesse moyenne a baissé de 13% entre 2010 et 2016. La congestion, les retards sur les embouteillages ont augmenté de 62% à San Francisco. Les études ont montré que s'il n'y avait pas eu les VTC, elles n'auraient augmenté que de 22%. Donc on rajoute de la congestion en essayant pourtant d'adjoindre des solutions. Les trottinettes, pour ceux qui ont pu passer à Paris dans les derniers mois, c'était juste dingue. Enfin, c'était une jungle terrible, il fallait enjamber les choses, c'était absolument incroyable, tout était désorganisé. Il y avait un vide juridique.
Du coup, les autorités organisatrices n'arrivaient pas à organiser cette mobilité. Et donc finalement, on a parlé beaucoup de mobilité, aussi en parlant de problèmes dernièrement. Enfin, je finirai sur les supports digitaux. Je ne sais pas si vous savez, en moyenne, c'est pareil fou, mais en moyenne, un Français a 100 applications sur son smartphone. Et pourtant, sur ces 100 applications, il n'y en a qu'un tiers qui est utilisé. L'autre phénomène intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'applications pour la mobilité. Par exemple, à Paris, c'est vrai que c'est très centré en France, mais à Paris, il y a en moyenne 7 applications de mobilité sur un smartphone. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi une source de complexification. Sur quoi je dois aller, comment je fais, comment j'arrive finalement à me créer des itinéraires de bout en bout, comment je passe d'un mode à l'autre. Donc d'un côté, il y a une formidable opportunité, et c'est super de développer l'ensemble des mobilités. Finalement, les trottinettes, les vélos sont des bonnes nouvelles, l'arrivée du covoiturage, l'arrivée du bus, même pour un groupe comme SNCF, c'est une très bonne nouvelle. On est pour le développement maximum de la mobilité. Et en même temps, ça amène une complexité. Donc ça, c'est le paradoxe qui est extrêmement important et sur lequel nous, on va travailler. Je vous l'ai dit, il y a l'offre pléthorique, elle explose cette offre. 20 nouveaux services de mobilité ont été lancés en France entre 2017 et 2019. En moins de 2 ans, on a 20 nouveaux services de mobilité qui ont été lancés en France. De la trottinette, du covoiturage, du VTC. Il y a énormément, ça fourmille, il y a plein de choses. Il y a la démographie, évidemment, qui a beaucoup changé aussi, et l'étalement, on va dire, du domicile-travail. En France, en 25 ans, la distance moyenne domicile-travail a augmenté de 60%. Le temps de trajet moyen est passé de 10 minutes à 50 minutes. Et du coup, la mobilité qui à la base était origine de liberté, d'émancipation, on avait tous envie de mobilité. Aujourd'hui, c'est aussi beaucoup de stress et beaucoup de fatigue. C'est aussi beaucoup de pollution. Et parce que 82% des déplacements en France sont encore réalisés en voiture. Donc, nous, on veut vraiment travailler contre ça, contre cette explosion de la congestion. Un francilien passe, alors je vous donne beaucoup de chiffres, mais c'est intéressant d'avoir des éléments en tête. Un francilien passe 65 heures en moyenne dans sa voiture sur une année. Un Américain, c'est 125 jours sur sa vie. Et par exemple, une personne en Indonésie passe quasiment 10 ans de sa vie dans sa voiture, plantée dans des embouteillages. Donc vraiment, il faut qu'on travaille à ça, et il faut qu'on se batte contre ce qu'on appelle l'autosolisme. Donc ces défis, nous, on veut se battre contre, on veut essayer de travailler sur 2 éléments. Il y a un premier défi qui est finalement gérer cette multiplication d'usages. Et la multiplication demande aussi de la régulation. Il y a des autorités organisatrices qui doivent pouvoir réguler les choses. On a vu qu'à Paris, ça a été une jungle quand il y avait 12 acteurs de trottinettes et que ça explosait dans tous les sens. On avait des dizaines de milliers de trottinettes posées sur les trottoirs. Les villes ont commencé à s'organiser, à lancer des appels d'offres, à réguler. À Paris, on est passé de 12 acteurs à 5 acteurs. Marseille a fait un appel d'offres, on a reçu quelques-uns. Et on a commencé à organiser les choses. Et là, c'est devenu beaucoup plus agréable et beaucoup plus facile. Donc il est important de travailler avec des autorités aussi organisatrices de la mobilité. Le deuxième défi, c'est gérer le défi environnemental. On l'a dit, il faut travailler sur de la mobilité partagée, de la mobilité douce. Et c'est pour ça que nous, évidemment, on est complètement acteurs à SNCF de ce changement, puisqu'on pousse par définition des mobilités partagées avec nos trains, mais on veut aussi pousser des mobilités partagées, pas directement opérées par nous. Je vous ai parlé de Blablacar. Aujourd'hui, on offre des solutions de covoiturage sur Oui SNCF ou sur l'assistant. Et puis le deuxième point, c'est de combiner des offres pour amener plus de gens vers le train. Avec le train, vous allez... En général, personne n'habite dans une gare et ne veut se rendre dans une gare. Donc vous partez d'un point A, vous allez à un point B. Pour nous, tout ce qui nous permettra de combiner des offres avec le train nous permettra aussi de proposer des meilleures solutions, plus de solutions, et de faire sortir des gens de leur voiture pour les mettre sur ces transports partagés et vertueux. Donc ça, c'est important. Et puis le désert de mobilité, puisque vous l'avez déjà entendu dans mon discours, je vous ai parlé plusieurs fois de Paris.
Évidemment, des inégalités extrêmement importantes entre les territoires et les grandes villes. Dans les grandes villes, vous avez des solutions. À Nantes, on a les biclous, etc. Dans les territoires, à part la voiture personnelle, malheureusement, il n'y a souvent pas grand-chose. Et donc ça, il faut qu'on y travaille. Dans les territoires, il y a deux aspects sur lesquels on doit travailler avec le numérique. Il y a d'abord l'accès au numérique. Il y a encore 15% de la population française qui n'a pas d'accès à Internet. Il y a des territoires qui sont complètement coupés de réseau. Et puis, on l'a dit, des offres de multimodalité. Parce qu'en dehors de la voiture personnelle, il en manque. Donc il est important de développer le covoiturage, il est encore important de développer, nous, nos offres ferroviaires, il est important de développer le bus, et puis d'arriver vraiment à combiner tout ça. Donc, nous, sur e-voyageurs, ce qu'on voit, c'est énormément d'opportunités pour les villes et pour les territoires. Et ce qu'on voudrait proposer, c'est que le digital soit un choc de simplification. Je vous en ai parlé tout à l'heure, on a cette explosion de mobilité et c'est super. On est vraiment très heureux de voir ça, d'abord parce que ça veut dire qu'on est sur un secteur qui porte. D'abord, tout le monde a besoin de bouger, de se mouvoir, que ce soit pour son travail, que ce soit pour ses loisirs, que ce soit pour voir sa famille, des fois pour des choses plus délicates, mais pour la santé. Il y a énormément de mobilité, souvent on l'oublie, mais qui est due en fait à la santé. Vraiment des parts absolument gigantesques. Et donc on a besoin de se mouvoir. Et nous, on veut ce choc de simplification, parce qu'aujourd'hui, il est très compliqué d'aller créer des itinéraires de bout en bout. Il est très compliqué de pouvoir les combiner les uns aux autres. Et aujourd'hui, par exemple, si vous devez combiner un train, un VTC avec une trottinette, il vous faut 3 applications, il faut créer 3 comptes clients, il faut mettre 3 fois sa carte bleue, et puis surtout, il faut que vous arriviez vous-même à créer cet itinéraire-là. Et c'est pour ça que du coup, nous, on s'est lancé dans l'assistant, qui est l'évolution de notre asset digital. L'assistant, aujourd'hui, il a 15 millions de téléchargements. Donc, c'était une application, je vous ai dit, à la base pour l'information client, l'information voyageur, qui vous permettait notamment d'avoir tous les retards sur Transilien en Ile-de-France, sur TER en région, et puis sur la grande vitesse avec TGV et Ouigo. On est parti de cette base-là, avec un développement de la capacité de générer des itinéraires et des itinéraires dynamiques, de générer des itinéraires multimodaux et d'intégrer des nouveaux modes. Ce qui n'était pas complètement naturel pour la SNCF, mais donc on décide vraiment d'aller là-dessus pour pouvoir proposer des solutions de bout en bout à nos clients, des solutions personnalisées et puis, comme je le disais, des solutions simplifiées. Donc concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire par exemple qu'on est allé travailler avec d'autres acteurs pour venir les intégrer sur notre plateforme. Donc d'abord, on est une plateforme ouverte et on est prêt à travailler avec tout le monde. Donc on a intégré évidemment toutes les offres de la maison, je vous en ai déjà parlé. Et on a intégré du VTC et du taxi. Aujourd'hui, on a du VTC et du taxi dans 18 villes sur l'assistant et on continue de le déployer. On va même intégrer Uber en région parisienne. C'est la première fois qu'Uber viendra s'intégrer à un acteur dans le monde, et ce sera sur l'assistant SNCF. On a intégré du covoiturage, et notamment celui du domicile-travail, donc avec Blabla Lines ou Caros, par exemple, avec qui on travaille. On a intégré la technologie NFC, vous savez, qui permet de dématérialiser les tickets. Donc, par exemple, à Strasbourg, sur l'assistant, vous pouvez acheter votre ticket de tramway, et puis directement le valider, et puis continuer votre chemin. On a intégré des bus, par exemple, entre le centre de ville de Paris et les aéroports, Orly, Roissy, ça s'appelle le bus direct, donc la capacité à acheter aussi votre billet et puis à pouvoir le valider. Et notre ambition, c'était quoi? C'était de les intégrer, ce qu'on appelle de bout en bout, c'est-à-dire que vous puissiez sur cette application faire la recherche, les acheter, étiqueter, pour pouvoir ensuite profiter du voyage. Et éviter ce qu'on appelle l'ad jumping, qui serait juste de vous proposer l'offre, mais derrière, il faut que vous téléchargez une énième app, que vous recréez un compte client, remettez une carte bleue, etc. Et pour nous, c'est ça le choc de simplification, c'est la capacité à proposer un itinéraire grâce au digital, qui soit multimodal, de faire un achat et de gérer ce bout en bout. C'est très compliqué, c'est hyper compliqué dans le monde digital aujourd'hui, puisqu'en fait, il n'y a pas de standard par rapport à ça, et personne n'avait prévu d'aller s'intégrer les uns avec les autres. Je vous ai parlé d'Uber. Uber n'avait pas d'API sur étagère pour venir s'intégrer avec quelqu'un, puisqu'ils ne se sont jamais intégrés avec personne, et ils n'avaient pas envie d'ailleurs, pendant longtemps, que le paiement puisse se faire en dehors de chez eux.
Il a été compliqué de développer l'achat de tramway avec Strasbourg parce que même chose, ça n'existait pas sur étagère. Et donc en fait, tout le travail qu'on fait avec les acteurs, on doit le faire un par un, on doit redévelopper à chaque fois, arriver à faire cette intégration. Il y a aussi un nouveau deal en fait entre les acteurs et nous, c'est-à-dire que évidemment tout le monde regarde la data, qui a accès à quoi, qui peut avoir quoi, donc il y a aussi de la méfiance des fois pour venir s'interfacer sur une plateforme, pour venir travailler avec nous et proposer des solutions. Donc en fait vraiment c'est un nouveau modèle qu'on essaye de mettre en place, d'avoir une intégration totale. Le dernier point, c'est de ne pas le faire seul et c'est de le faire, je vous l'ai dit, avec les autorités organisatrices parce que la mobilité doit être organisée, elle doit répondre à des besoins des clients et on travaille sur ces besoins des clients et elle répond, les régions ont une très bonne connaissance aussi des besoins effectivement de ce qui se passe sur leur territoire. Donc on travaille avec les régions et on prévoit aussi dans nos solutions des modèles plutôt B2B marque blanche, c'est-à-dire ce qu'on a développé, on le propose à des autorités organisatrices. Et elles peuvent utiliser nos assets digitaux, elles peuvent utiliser des API, des marques blanches si elles souhaitent proposer ça à la maille de leur territoire sur une personnalisation un petit peu plus forte du territoire. Donc nous, on croit à cette convergence, c'est-à-dire l'explosion de la mobilité est une super nouvelle pour la capacité des personnes à se projeter, à se déplacer. Elle a amené une complexité assez exceptionnelle. Elle a amené une complexité dans l'usage, dans la combinaison, je vous le disais, dans les utilisations, genre plusieurs comptes, il faut passer d'appli à l'autre. Et donc nous, on veut vraiment mobiliser l'intelligence de à la fois tous nos utilisateurs et tous les acteurs de la mobilité pour arriver à construire ce modèle qui nous permettra demain d'avoir quelque chose avec un impact environnemental voilà, plus vertueux, parce que ça nous permettra de pousser ces mobilités partagées. C'est comment est-ce qu'on construit une smart city un peu à la française. On a beaucoup d'acteurs sur la mobilité. Aujourd'hui, ça foisonne, ça explose. Je vous ai parlé des opérateurs, je vous ai parlé des trottinettes, des VTC, etc. On a une explosion sur les plateformes. On a évidemment les GAFA, tous les GAFA regardent ça avec appétit, puisque ça génère beaucoup d'usages, ça génère aussi beaucoup de data. Donc on a des Google qui regardent la mobilité évidemment très fortement, mais pas que. Il y a du Facebook, on a du Uber face à nous, Google travaille, vous le savez, avec Waze, il y a aussi des startups, des nouveaux acteurs, des petits city mappers, etc. Donc ça foisonne. Nous, on a vraiment envie d'avoir une solution aussi européenne, une solution française, ce qu'on pourrait appeler le MaaS à la française, et vraiment de pouvoir proposer ça à nos clients, avec toujours ce gage de la confiance de la marque SNCF, de la confiance sur ses datas, sur ses données. Les données de mobilité sont des choses importantes, on voit beaucoup de choses sur de la mobilité, comment dire, ça donne de l'information sur beaucoup de choses de ce que l'on fait ou de ce que l'on est. Et donc pour nous, il est important, avec cette marque SNCF, d'être toujours le garant, la confiance des clients que l'on peut avoir par rapport à ça. Donc voilà, donc nous aujourd'hui sur eVoyageurs, on travaille très fortement sur ce que le digital peut amener sur ces différentes mobilités, sur cette simplification qui aujourd'hui nous paraît absolument essentielle. Le seul moyen, c'est la mobilité partagée. On ne pourra pas continuer, je ne vous dis pas ça parce que je travaille à la SNCF, toutes les études le montrent, il est impossible de continuer à développer la voiture et l'autosolisme telle qu'elle l'est aujourd'hui. On arrive dans des congestions qui ne sont plus acceptables, on arrive dans des impacts environnementaux qui ne le sont plus. Et de toute façon, à un moment, le territoire, l'espace fait qu'on ne peut pas rajouter de la voiture, de la voiture, de la voiture. Donc il faut qu'on passe sur ces modes partagés. Il y a du train, il y a du covoiturage, il y a du bus, il y a tout ce qui fait partie du dernier kilomètre. Mais pour ça, il faut simplifier. C'est encore trop complexe. On y travaille. C'est un travail de longue haleine, je vous le disais. C'est un défi technologique immense pour se connecter avec les acteurs, pour que tout ceci soit fluide. C'est immense parce que rien n'était construit comme ça. Nous, on avait une offre assez statique. Je rentre un tout petit peu dans le détail, mais
Voilà, la SNCF, c'est 3000 gares, donc on a 3000 points. Bon. Le covoiturage, c'est déjà, par exemple, 30 000 points de rencontre. Donc, c'est plus 3000, c'est 30 000. Et puis là, vous rajoutez des trottinettes un peu partout, n'importe où. Arriver à connecter ça avec une disponibilité en temps réel, le fait que quand vous sortez d'une gare, vous trouvez un autre mode qui est disponible, qui est un vélo à la borne, etc. Tout ça demande des algorithmes complexes aussi, de l'intelligence artificielle pour pouvoir projeter des flux, pour suivre les flux. Et donc aujourd'hui, on est sur ces aspects-là. Je vous l'ai dit, un travail de longue haleine, mais on y met un effort extrêmement important. Donc pour conclure, avant d'avoir une phase de questions-réponses, si vous le souhaitez, j'en serais ravi. Voilà, moi, les grands axes, c'est le digital doit amener de la simplification et pas de la complexité. Ça peut paraître que des mots comme ça, mais c'est vraiment aujourd'hui le frein pour passer sur ces mobilités. Donc nous, on essaye de le faire avec de l'intégration. On y travaille, c'est dur. Mais c'est ce qui fait aussi le sel de ce qu'on essaye de faire chaque jour. Et donc vous allez voir aussi notre assistant dans les semaines et les mois qui viennent intégrer de plus en plus de nouveaux modes, de plus en plus de partenaires, et puis d'essayer de les combiner et que finalement, 1-2 clics, vous arriviez à construire cet itinéraire, le prendre et puis passer facilement d'un mode à un autre avec un ticketing simple. Donc voilà, les prochaines étapes pour nous sont l'intégration encore de partenaires privés et de mobilité complémentaire à celle qu'on a pu voir aujourd'hui. Et puis la dématérialisation des tickets, tout le monde la connaît aujourd'hui sur le TGV, Ouigo, etc. TER, là on commence avec le NFC à développer fortement la dématérialisation, pareil en Ile-de-France. Et puis je l'ai dit, à l'échelle des villes, on l'a fait avec Strasbourg, puis on va travailler avec un maximum de villes pour arriver à faire ça. Et derrière, votre smartphone est simplement votre passe pour la mobilité. Voilà. On peut l'applaudir. Merci Julien Nicolas pour cette intervention. Alors, c'est assez impressionnant en fait quand on vous écoute parce qu'on parle usage, on parle un parcours client qui est énormément disrupté et de manière hyper régulière. Il y a aussi un travail avec d'autres acteurs qui étaient, vous le disiez, qui n'étaient absolument pas prévus. Ça doit être complexe aussi dans la répartition aussi du business qui est fait. Hein. Ça ne doit pas être simple. Et à la fois, et en plus, un marché qui va s'ouvrir. Un marché qui va s'ouvrir. Donc, est-ce que c'est aussi un bien pour un mal? C'est-à-dire que, quelque part, ça vous permet d'anticiper aussi sur cette ouverture et ce qui va se passer encore demain? Alors oui, ça nous permet, c'est sûr, d'anticiper sur l'ouverture et ce qui va se passer. Ça nous permet deux choses, de capter des usages clients. Plus on a de clients qui utilisent nos applications, plus on voit aussi quels sont leurs besoins et nous, ça peut nous permettre d'adapter nos offres. Derrière les outils que je vous ai présentés là, je vous l'ai dit, il y a beaucoup de data. Dans la data, on voit beaucoup de déplacements. Alors, on ne vous suit pas un par un, hein, mais on voit des grands flux. Et ces grands flux nous permettent de voir aussi comment est-ce qu'on doit adapter nos offres, là où il y a de la demande, etc. Donc ça, c'est important pour nous. Et c'est important pour les autorités organisatrices de pouvoir voir ce qui se passe sur un territoire. Le deuxième aspect qui est lié à la concurrence, c'est qu'on pense que plus on aura un service simple et plus on aura un service qui propose une mobilité, comme je disais, de bout en bout, plus on sera pertinent et l'outil indispensable. Ouais. Le troisième point, pas tourner autour du pot, on n'a pas envie d'être désintermédié non plus. On ne veut pas laisser à Google ou d'autres prendre la chaîne de valeur et se mettre entre le client et nous. On veut garder notre lien avec le client pour proposer les meilleures offres, pour pouvoir adapter nos offres. Donc ça, c'est important pour nous. Et puis le dernier point, pareil, hein, ne le cachons pas, on fait du business. C'est aussi un moyen de développer notre business. Plus il y a de mobilité, plus il y a de déplacement, plus on le développe. Et pareil, sans langue de bois, quand on intègre, nous, des clients sur notre plateforme, on va, alors je schématise, c'est un peu caricatural, mais on va fonctionner comme une marketplace. Hein, on va se répartir les bénéfices et les gains. Quand je distribue sur l'assistant un certain nombre d'acteurs, il y a évidemment un partage de la valeur et un modèle économique, bien sûr. Ça me démangeait, hein, c'est pour ça que j'ai posé la question. Allez, on a des hôtesses qui sympathiquement vont faire circuler les micros. N'hésitez pas, il y a une dame là-bas. N'hésitez pas à poser des questions. On a devant nous 10 minutes, un quart d'heure pour le faire. Donc. Bonjour. N'hésitez pas à vous présenter aussi, comme ça permet. Chloé Lima-Vanzler, je travaille à la SNCF, à la direction énergie. Du coup, vous avez bien présenté tous les avantages d'un point de vue environnemental de votre activité sur la contribution au report modal.
et à sortir, à arrêter les autosolistes et à basculer sur des transports partagés. On parle aussi beaucoup d'impact écologique du numérique et du coup je voulais savoir si dans toute cette complexité d'association de différents acteurs au niveau de vos outils, vous arrivez malgré tout à avoir une feuille de route d'éco-conception et d'éco-gestion logicielle, serveur, etc. On parle là du numérique responsable. Tout à fait. Green Okay. IT, numérique responsable. Ouais, Ok. complètement le Green IT, c'est exactement ça. Complètement, on l'intègre évidemment de plus en plus. Pendant longtemps, les clients ou les clients ou nous, enfin tout le monde, on n'avait pas conscience que quand on appuyait sur un bouton, ça faisait tourner des serveurs à droite à gauche, qu'il fallait refroidir, etc. Et donc il y a un impact du digital. Donc oui, on y travaille dans l'éco-conception, on y travaille dans plein de choses, ça recouvre plein de choses différentes. Il y a à la fois la taille de vos applications, il y a effectivement le nombre d'appels à des serveurs et donc ce qu'on va taper régulièrement comme information. Il y a des éléments aussi sur les push qu'on peut envoyer. À chaque fois que vous envoyez des newsletters, etc., il y a un certain nombre d'impacts. Donc oui, on y travaille. On a, on va dire, le corps métier de la SNCF qui est sur la mobilité partagée. Et nous, de plus en plus, on intègre ces dispositions de Green IT. Et donc, on a lancé là des programmes internes chez eVoyageurs avec des référents dans nos équipes. Et c'est un axe qu'on développe de plus en plus et qu'on prend en compte sur ce qu'on est capable de générer aussi à notre échelle ou pas. Ok. Une autre question ? Bon, pendant que vous réfléchissez, moi j'en ai une parce que on le voit depuis hier ici à Digital Change, l'humain revient de plus en plus sur le devant de la scène et on perçoit bien que le numérique ne peut pas se faire sans l'humain. Et avec une grande maison comme celle qui est SNCF, et eVoyageurs aussi, mais qui est celle des SNCF, comment vous emmenez les équipes aussi pour arriver à ce niveau, à cette évolution qui est en train de s'opérer dans la maison forte? Comment vous les accompagnez au quotidien? C'est effectivement un sujet qui est absolument majeur et qui n'est pas toujours facile et pas facile dans un groupe comme le nôtre. Ouais, parce qu'ils ne vendent pas, par exemple, je prends celui qui vend un billet, il ne vend pas qu'un billet aujourd'hui, c'est-à-dire que derrière, il doit être en capacité de répondre sur un Uber derrière ou des choses comme ça, quoi. Non, clairement. Et du coup, alors, il y a plusieurs choses. Il y a d'une part, il faut évidemment beaucoup de formation interne. C'est-à-dire, ça peut paraître idiot, mais il faut que les collaborateurs SNCF, les agents SNCF connaissent aussi les outils digitaux. Et en fait, on ne les connaît pas forcément, parce qu'un agent SNCF n'a pas forcément la même plateforme de réservation que tout le monde pour prendre son billet de train. Et donc il ne va pas naturellement sur Oui SNCF ou l'assistant. Donc nous, on développe aussi des outils pour que les agents puissent utiliser les mêmes outils que les clients pour mieux les connaître. Le deuxième point, c'est d'intégrer aussi les retours des agents et les feedbacks des agents sur ce qu'ils voient et ce qui se passe. Et de plus en plus, nos équipes interagissent avec les personnes qui sont en escale dans les gares, avec les personnes en guichet et en boutique pour avoir ces feedbacks et les améliorer. Il n'y a rien de plus désagréable aussi pour un agent de dire toujours le digital c'est super et puis en fait quand il y a un problème, on envoie en guichet en boutique et il ne récupère que les problèmes. Le deuxième point, il y a évidemment un changement des métiers. Mais qui n'est pas propre que à SNCF. Tout le monde voit, y compris les agents SNCF, l'évolution du numérique. Je veux dire, tout le monde voit qu'on fait du e-commerce et tous les agents SNCF utilisent le e-commerce dans leur vie. Donc il y a une nécessité effectivement de changer le métier ou la valeur ajoutée de là où est l'humain. Mais l'humain est absolument primordial chez nous. Et tout à l'heure, je vous ai parlé de la confiance dans la marque SNCF. Dans la confiance, il y a l'humain. Et c'est qu'on a aussi conscience, quand on utilise Oui SNCF ou l'assistant SNCF, qu'il y a des humains derrière. Et que si j'ai quelque chose, si j'ai une question, si j'ai un souci, je saurais trouver quelqu'un qui m'aidera. C'est ce qui avait d'ailleurs contribué au tout début du e-commerce avec voyagesncf.com, que les Français mettent leur carte bleue sur notre site. Ils disaient, au pire, si j'ai un problème ou si j'arrive pas à avoir mon billet, je pourrais aller dans une gare et quelqu'un m'aidera. Et donc on a vraiment cette complémentarité entre l'humain et le digital, mais pour ça, il faut qu'on accompagne bien notre interne, ça c'est sûr. Et le deuxième point, c'est de ne pas les opposer les uns aux autres. Aujourd'hui, dans le parcours, on a besoin des deux. On a besoin de cet aspect humain dans le parcours client, une fois qu'on est en gare, une fois qu'on est à bord. Aujourd'hui, ça a changé beaucoup de choses. Aujourd'hui, vous le voyez probablement, si récemment vous avez pris des TGV, la posture
d'un contrôleur a beaucoup changé. Ouais. C'est aussi parce qu'il y a des choses qui sont faites maintenant sur le digital, Ouais. et ça a permis de gagner du temps pour avoir beaucoup plus de temps de service et d'accompagnement à bord des trains, par exemple. Et vous suivez cette maturité des équipes? Alors oui, on la suit. Il y a beaucoup de choses. Alors moi, je travaille dans le département digital, du coup, chez e-Voyageurs SNCF, mais au sein de la SNCF, c'est suivi. On regarde aussi si nos agents, justement, se sentent à l'aise ou pas avec ces outils, et comment, du coup, on doit les accompagner. Vous avez cité une question qui est très bonne, c'est-à-dire, nous, si sur l'assistant, on intègre du VTC, etc., si vous ne le dites pas à un agent, c'est hyper désagréable pour un agent qu'un client vienne et lui montre son smartphone sous le nez en lui disant qu'est-ce qui se passe, j'arrive pas à réserver ce VTC. Si l'agent n'a pas été formé, informé, accompagné, c'est une posture qui est absolument désagréable. Donc il est primordial pour nous, quand on va faire des évolutions, de toujours mieux informer nos agents, mieux informer le terrain. Et on voit là aussi dans le modèle, l'offre de service commence à être de plus en plus importante et significative. Absolument. Ouais. Okay. Oui, juste devant. Mesdames, il y a une question juste devant, s'il vous plaît. Merci. Oui, bonjour, Maureen de Lange-Berlin. Question, vous parliez justement du Figital, avec l'importance de pouvoir mixer du coup des agences physiques SNCF pour les différents consommateurs en fait, de mobilité. Comment vous allez gérer justement ces zones digitales avec des zones qui ne sont justement pas desservies par la SNCF? Est-ce que du coup vous allez reporter vous parliez de marque blanche, j'ai bien compris, et du coup donc l'accueil de vos consommateurs entre guillemets va être géré par les autorités, par la région? Comment vous allez développer en fait ces accueils et ces réponses? Alors, elles ne seront pas faites par les autorités ou les régions. On voit deux éléments. On pense que justement, quand on est en zone diffuse et qu'il y a assez peu de couverture, de points physiques, etc., le digital peut être un accompagnement. Et ce qu'on a développé aussi sur le digital, c'est des points de contact très ouverts où en fait on s'est mis sur tous les modes. Donc vous pouvez nous appeler, nous envoyer un mail, faire un chat, un tweet, etc. Et finalement, la SNCF, c'est quand même assez largement ouvert sur toute la capacité d'être contactés. Le deuxième point avec les autorités organisatrices, ce qu'on leur propose, c'est plutôt de dire on a développé des solutions technologiques qui sont complexes. Il est très complexe d'aller s'intégrer avec différents acteurs. Une autorité organisatrice n'aura pas forcément la capacité à le faire, elle, d'aller redévelopper avec 10 acteurs, des API différents, etc., puisque tout ça coûte quand même à la fin extrêmement cher. Et c'est de dire, nous, étant donné qu'on l'a fait une fois, on peut partager une partie de notre technologie avec des AO qui le souhaiteraient, soit en marque blanche, etc., qui leur permettent d'accéder à ces services et peut-être de le brander pour leur territoire, au logo de leur région, etc. Oui, c'est ça. Je ne sais pas si c'est en rapport avec votre question, mais on voit arriver, par exemple, Leclerc pour les derniers kilomètres dans nos centres-villes. Est-ce qu'on peut imaginer à l'inverse que, par exemple, je ne sais pas, un bureau de poste dans une commune puisse aussi répondre à des questions autour d'un achat de billets ou des services proposés par SNCF? Il y a des réflexions comme ça avec... Alors, c'est probablement, c'est imaginable. Moi, je suis, comme je vous le disais, plutôt sur la partie développement des applications, donc je ne veux pas m'engager sur le terrain que je maîtrise moins, mais je peux donner un exemple. TER, aujourd'hui, vous pouvez acheter des billets de TER, par exemple, dans des bureaux de poste. Et ça a permis effectivement d'avoir des points de maillage sur le territoire au plus proche de tous les usagers. Ok. Une autre question, on a encore 5 minutes devant nous. Sinon, on s'arrêtera. Je ne sais pas si je vous ai dit bureau de poste ou je pensais à bureau de tabac. Bureau de tabac, oui, vous avez dit bureau de poste. Ah non, c'était bureau de tabac. Ok. Mais cela dit, oui, c'est des réflexions qui peuvent être menées. Hein. On le voit bien. Ils ont un besoin impérieux aussi vis-à-vis de leur service. Ok. Pas de questions? Si, il y en a une. Parfait. On finira, à moins qu'il y en ait vraiment encore une autre derrière, mais on finira sinon par celle-ci. Merci. Bonjour, Jean-Charles, ISNCF également. Ma question, c'est plutôt, je me fais le relais de questions que j'entends souvent, c'est est-ce qu'on irait vers une convergence des deux applis, oui SNCF et Assistant? Parce que ça, moi je la comprends, le couple, oui SNCF pour la distrie et l'Assistant pour l'accompagnement de l'info, mais beaucoup de clients ne le comprennent pas encore, quoi. Alors, c'est effectivement une question qui revient souvent et qu'on ne peut que me poser légitimement quand je vous parle moi-même de simplification et de choc de simplification.
Donc je vais pas, ce que je ne sais pas justifier l'histoire. Il y a plein de raisons pour lesquelles il y a deux applications, y compris des raisons juridiques et légales en leur temps, pour des questions d'autorité de la concurrence. En fait, il y a deux applications qui ont été plutôt, au-delà des aspects juridiques, il y a des applications qui, à la base, sont nées pour des usages en fait différents. Une qui était née pour vendre, faire de la transaction, qui était Oui SNCF, et vendre du TGV longue distance. C'est assez récemment qu'on a intégré TER et des offres complémentaires. L'autre était plutôt sur les mobilités du quotidien et beaucoup l'information voyageur. Il était très utilisé en Ile-de-France sur Transilien et très utilisé en région sur TER. On voit aujourd'hui effectivement que ces zones bougent et fluctuent. Donc, aujourd'hui, organiser la convergence des deux applications est quelque chose d'un point de vue technique qui est très compliqué. Et aujourd'hui, qui ne permet pas de répondre complètement aux besoins qui étaient premiers d'information voyageur du client et aux besoins qui étaient premiers transactionnels. Néanmoins, c'est des sujets qu'on regarde. Et ce qu'on fait surtout aujourd'hui, c'est qu'on va essayer de gérer des passerelles intelligentes pour que ça se fasse sans couture. Beaucoup de nos clients ont en fait ces deux applications, parce qu'il y en a une qui est téléchargée 18 millions de fois, l'autre 15 millions de fois. Et donc il faut qu'on arrive à faire du sans couture, où en fait à un moment, si vous avez acheté, qu'on doit vous pousser une info, le seul clic vous permet d'arriver sur le bon écran d'info. Et ça, effectivement, on y travaille. Plus de questions? Parfait. Moi, j'en ai juste une dernière. Quand on est un opérateur qui dispose d'autant de data, si on devait se projeter un peu vers le futur, pas dans votre métier, à quoi pourrait servir cette data demain? Non, mais le champ est absolument énorme parce que la data, je l'ai dit, pour le core business, ça permet de savoir quelles offres on doit offrir où demain, où sont les flux importants, de quoi ont besoin nos clients. Mais elle peut servir à des centaines d'acteurs, c'est-à-dire de savoir comment se déplacent les foules, à quel moment, pour l'urbanisme évidemment, pour le commerce évidemment, ouais. à quel moment je dois être ouvert, pas ouvert, qu'est-ce qu'il est pertinent de mettre comme service à tel endroit ou à tel autre. Enfin, le champ est absolument phénoménal pour effectivement l'aménagement du territoire, l'urbanisme, vous l'avez dit, mais aussi des problématiques beaucoup plus business et commerciales, bien sûr. Mesdames et messieurs, monsieur Julien Nicolas. Merci.